à Tel Aviv. Bonjour et bon réveil sur I24. Bienvenue pour votre journal du matin. On est ensemble pour 2 heures de direct et on jette tout de suite un coup d'œil au sommaire de votre édition. C'est le drapeau rouge agité par la France à Israël. Reprenez les discussions avec les Palestiniens, sans quoi Paris reconnaîtra l'État de Palestine. Laurent Fabius a annoncé que la France allait relancer rapidement son projet d'une conférence internationale pour faire aboutir la solution de 2 États. On en parle dans cette édition. Grèce, Grande-Bretagne, Argentine, on fera comme chaque dimanche le tour de 3 grandes capitales pour faire le point sur ce qui a fait l'actu ailleurs cette semaine. Alexis Tsipras qui se rapproche de Benyamin Netanyahou, le Brexit et la rencontre de Tusk avec Cameron au Royaume-Uni et les réformes libérales du président Macri en Argentine. Nous serons donc à Athènes, Londres et Buenos Aires dans moins d'une demi-heure. Le 26e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert hier dans la capitale éthiopienne est officiellement consacré aux droits de l'homme. Mais comme bien souvent, les crises du continent vont monopoliser les débats et notamment le Burundi. On en parlera dans moins d'une heure. Et puis qu'est-ce qu'on va faire de lui? Le mettre sur scène dans son premier one-man show, le plus populaire des animateurs télé se lance donc. Michel Drucker, seul avec vous, s'est joué en toute première vendredi soir et à en croire les applaudissements. Le public était comblé. Nous serons avec Steve Suissa, le metteur en scène, en fin d'édition. Des milliers de manifestants ont bravé la pluie hier à Paris et dans l'Hexagone pour demander la levée immédiate de l'état d'urgence et protester contre l'empilement des lois sécuritaires. Julia Ganancia revient dessus. Levez l'état d'urgence! Le message est clair. Les manifestants battent le pavé pour dénoncer le projet de déchéance de nationalité et l'état d'urgence en France. À quelques jours de l'examen par le Parlement d'un projet de loi, la pression monte. L'appel a été lancé par un collectif d'ONG dont la Ligue des droits de l'homme et plusieurs syndicats. Dans la rue, ces Parisiens sont déterminés. C'est pas en changeant un texte, un article de la Constitution qu'on va faire taire les terroristes. Ça n'a aucun rapport. En fait. C'est un aveu d'impuissance, c'est un réflexe de quelqu'un qui ne sait plus où il en est. 3000 perquisitions, 400 assignés à résidence pour seulement 4 enquêtes pour terrorisme et dont une seule a été concluante. En fait, en termes d'efficacité, c'est absolument pourri et on aurait pu le faire, on avait les moyens de le faire sans le dispositif état d'urgence, tout ça. Pourtant, 4 Français sur 5 sont favorables à une nouvelle prolongation de 3 mois de l'état d'urgence, selon un sondage IFOP pour Atlantico. Pas de quoi démoraliser ces manifestants. Trempés mais souriants, de la place de la République à celle du Palais Royal, le cortège a rassemblé 5000 personnes selon la police, 20 000 selon les organisateurs. Et derrière une banderole du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, pour qui le dispositif de sécurité fait reculer les libertés collectives. Et non seulement la menace terroriste ne justifie pas l'état d'urgence, mais c'est l'inverse. C'est que précisément comme il y a des terroristes, il faut adapter, il faut que notre démocratie, la République, ce soit notre démocratie plus vivante que jamais. 2 militaires en civil et hors service ont été agressés par une vingtaine de personnes en marge de la manifestation. L'enquête doit déterminer s'ils ont été visés en raison de leur qualité de militaires ou s'ils ont pu être pris pour des militants d'extrême droite. Le prochain rassemblement parisien est prévu devant l'Assemblée nationale vendredi 5 février, le jour du début de l'examen du projet de révision constitutionnelle. Et autre vague d'indignation ce week-end, les propos d'Éric Woerth sur les attentats commis par Mohamed Merah. Jeudi soir, l'ancien ministre déclarait sur le plateau d'ITélé que Merah est le crime d'un furieux et pas un attentat. Ça lui a valu une volée de bois. On l'écoute. Il y a eu des attentats terroristes. Mohamed Merah, oui. Il y a eu des attentats. Il a été arrêté. Il venait de France. Oui, il a tué. Il y a eu des attentats. Il a quand même tué. Il n'y a pas eu d'attentats. Il a tué nos militaires et nos gosses. Il n'y a pas eu d'attentats. Le niveau de sécurité sur Sarkozy n'a jamais été aussi élevé. Mohamed Merah, ça n'a pas existé en mars 2012. Vous me laissez. Évidemment, Mohamed Merah, au moment de la campagne présidentielle, c'est le seul. C'est pas un attentat. C'est un crime. C'est le crime d'un furieux. C'est pas Daesh. C'est pas un réseau international, monsieur. C'est pas l'islamisme. Ben voilà, suffit de le dire. Alors Myriam Aman, une polémique qui est bien difficile à éteindre en France. Oui, alors tout d'abord, on va rappeler les faits. C'est important en quelques mots. Mohamed Merah, en mars 2012, tue 3 militaires à Montauban, 3 enfants juifs dans une école juive et leur professeur à Toulouse. En mars 2012, à bout portant, avec une arme, il s'était entraîné dans des camps islamistes à l'étranger. Voilà, on a posé donc de quoi il s'agit, de ces attentats. L'ex-ministre des Finances estime donc, lui, si on en croit ce qu'il dit, qu'il ne s'agit pas
pas d'un attentat, mais d'actes criminels. Ce qu'il a valu, vous l'avez dit, une polémique qui ne s'éteint pas. Et en premier lieu, celle des critiques d'Albert Chenouf, c'est le papa de l'un des militaires tués, qui estime que Sarkozy et ses proches oublient que le quinquennat de Sarkozy va jusqu'en 2012 et ne s'arrête pas en 2011, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il répète à plusieurs reprises, Woerth, que jusqu'en 2011, il n'y a pas eu d'attentat sous Sarkozy. Et puis la deuxième critique très violente vient du CRIF, qui dit que Woerth il s'engage sur une voie très glissante et rappelle quand même que l'enquête judiciaire a démontré qu'il s'agit bien d'attentats terroristes. Alors voilà pour les réactions des familles, notamment. Côté réseaux sociaux, on a vu également de vives réactions et de vives polémiques. Et évidemment, à la tête de l'indignation et de ces critiques, le Parti socialiste, avec notamment Carole Delga, présidente PS de la région Midi-Languedoc-Roussillon. Eh bien, elle a demandé des excuses publiques samedi sur Twitter. Elle écrit « Propos inqualifiables d'Éric Woerth sur les attentats de Mera, une insulte aux victimes et à leurs familles ». Et puis réaction outrée également toujours à gauche du député PS de Haute-Garonne, Christophe Borgel, qui lui, d'un air très excédé, dit « Mais si, M. Woerth, Toulouse a bien été frappé par un attentat terroriste en mars 2012. Hier soir, l'ex-ministre a tenté d'éteindre le feu sur Twitter toujours. Il a publié une série de 3 tweets dans lesquels il déclare que ses détracteurs sortent ses propos de leur contexte et affirme qu'il n'y a aucune ambiguïté dans son esprit. La question aujourd'hui, évidemment, Nathalie, de savoir si Nicolas Sarkozy va réagir à ces déclarations ou pas. Et voilà, wait and see. Merci Myri d'avoir été avec nous sur ce plateau. Alors on va parler d'une autre scène à présent. À peine arrivée, l'opposition syrienne menace de quitter la table des discussions, des pourparlers pour la paix dans le pays, qui se déroulent actuellement à Genève, en présence également de la délégation du régime de Damas et des représentants de l'ONU. Les détails en images avec Gabriel Nola. Restera pas, rien n'est sûr. À peine arrivé à Genève, la principale coalition des opposants au régime syrien, le Haut Comité aux négociations, menace de quitter les discussions si Damas poursuit les sièges et les bombardements. Des discussions pour la paix en Syrie. Réunie à Riyad, l'opposition syrienne, soutenue notamment par l'Arabie Saoudite et la Turquie, avait initialement boycotté l'ouverture de ces pourparlers. Elle refusait d'entamer les négociations tant que les bombardements de civils et les sièges avaient lieu. C'est important pour nous, c'est important d'arrêter ces massacres. Vous savez, notre peuple, nos enfants se font tuer par les tirs aériens russes ou en mourant de faim. Nous sommes ici pour arrêter tout cela. Ensuite, nous irons négocier. Demain, nous allons rencontrer M. de Mistura et discuter de ces sujets. Et nous verrons. Demain, nous vous dirons ce qui va se passer. Mais après 4 jours d'hésitation, elle avait finalement accepté de participer aux discussions. Mais changement de dernière minute... L'opposition refuse de communiquer par l'intermédiaire des émissaires prévus à cet effet, avec le régime de Damas installé dans une autre pièce. Les Nations Unies appellent à trouver une solution concrète pour l'avenir de la Syrie. La question est évidemment sur un cessez-le-feu. C'est quelque chose que nous visons en dehors des discussions de fond sur l'avenir de la Syrie. Et pour ça, nous avons besoin de 2 interlocuteurs. La rencontre doit traiter des questions humanitaires, mais aussi de la mise en place d'une autorité de transition politique, ainsi que de l'organisation d'élections d'ici à la mi-2017. Des thèmes qui sont loin de faire l'unanimité. Le sera réservé à Bachar el-Assad, notamment, reste un gros point de contentieux. Les négociations sont prévues pour durer 6 mois. Les tensions entre les différents pays acteurs dans la région ajoutent encore aux difficultés. La Turquie vient d'accuser la Russie d'avoir violé son espace aérien, un geste qualifié de mensonge et de propagande par Moscou. Il y a 2 mois, Ankara avait abattu un avion militaire russe qui survolait son territoire. Jacques Neria, bonjour. Bonjour. Pourquoi l'opposition syrienne a tant de mal à accepter ces négociations ? D'abord, il faut poser une question de base. Quelle opposition ? Qu'est-ce que c'est que cette opposition ? Ce sont finalement des factions qui représentent l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie. Donc, en principe, toutes les factions combattantes, Jaish al-Islam, Ahrar al-Sham, Jabhat al-Nusra, Daesh même, tout cela ne sont pas représentés. Donc, en fait, on parle d'une opposition qui est représentée par une partie infime des forces politiques en Syrie. Et donc, de ce point de vue-là, elle ne représente personne.
Alors un ersatz d'opposition, est-ce que finalement ces négociations, elles peuvent réellement mener à la fin du conflit, sachant qu'une partie du problème sur place, c'est aussi l'État islamique? Les vraies négociations se passent dans les coulisses entre la Russie et les États-Unis concernant l'avenir politique de Bachar al-Assad. Le contentieux est quand est-ce que ces élections vont se tenir et comment. Est-ce que pendant la présidence de Bachar al-Assad, où il faudra qu'il se désiste de sa présidence pour entamer un processus de négociation pacifique. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là, surtout que dernièrement, le régime est en train à le vent dans sa poupe, est en train de recouvrer des territoires dans le nord, dans le sud et même aux alentours de Damas, ce qui fait que pour l'instant, l'issue des négociations est tout simplement irrelevant. C'est plutôt mal parti. Alors on va revenir à présent sur un drapeau rouge agité par la France à Israël. Reprenez les discussions avec les Palestiniens, sans quoi Paris reconnaîtra l'État de Palestine. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a annoncé vendredi que la France allait relancer rapidement son projet d'une conférence internationale pour faire aboutir la solution à 2 États. Les détails avec Chloé Demoulin. Cela fait des semaines qu'il prépare le terrain en coulisses. Laurent Fabius a annoncé vendredi que la France prévoyait une conférence internationale afin de relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Pour le chef de la diplomatie française, il faut absolument faire aboutir la solution à 2 États et de prévenir, en cas d'échec, la France prendra ses responsabilités et reconnaîtra l'État palestinien. Côté palestinien, justement, la nouvelle a été saluée et accueillie à bras ouverts. Côté israélien, en revanche, les tractations s'annoncent d'ores et déjà compliquées. En haut lieu, l'initiative française a immédiatement été rejetée. Motif, menacer de reconnaître l'État palestinien en cas d'échec, reviendrait en fait à inciter les Palestiniens à ne pas négocier. Plus tôt dans la semaine, le Premier ministre israélien avait déjà réagi vivement à des propos tenus par le secrétaire général de l'ONU. Il lui avait reproché d'encourager le terrorisme en dénonçant la colonisation en Cisjordanie. Pour éviter notamment ce type de polémique, la Maison-Blanche, elle, plaide plutôt pour la reprise de négociations bilatérales, pas persuadée que l'organisation d'une conférence internationale sous les feux des médias soit la meilleure solution pour apaiser les 2 parties. Voilà donc pour le détail en images. Jacques, cette annonce, elle passe mal en Israël. Écoutez, pour ce qu'on pense que la pensée française est une pensée cartésienne, il y a ici une faille énorme dans la formulation de Fabius. Comment inciter les Palestiniens à présenter des positions de compromis alors qu'à la fin on leur dit écoutez, si ça ne va pas réussir, de toute façon on va vous reconnaître. Donc comment est-ce qu'on peut s'engager dans cette équation-là qui est tout simplement impossible? Dès le début, on sait que nous sommes perdants. Alors pourquoi s'engager? Très rapidement, Jacques, est-ce que la France elle a un rôle à jouer encore dans les négociations entre Israël et Palestine? La France, de tout temps, a eu une politique pro-arabe, à part la petite période où la France était en guerre en Algérie. À partir de là, on se rappelle des phrases lamentables du général de Gaulle. Peuple fier et orgueilleux. On se rappelle la phrase horrible de Le Pen qui disait un petit détail de l'histoire. Donc je dirais il y a ici beaucoup de mauvais sang entre Israël et la France et je ne pense pas que dans ce cas-là, la France pourrait jouer un rôle ici entre nous et les Palestiniens. Merci beaucoup Jacques Neria d'avoir été avec nous ce matin. On passe tout de suite à l'essentiel de l'actu, en bref et en images. Et on reste en Israël avec 2 terroristes qui ont poignardé dans le dos et légèrement blessé un jeune de 17 ans. Ça s'est passé à Jérusalem, à côté de la porte de Damas hier soir. L'un des terroristes s'est rendu seul aux forces de sécurité. L'autre est toujours recherché. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré hier qu'il était inquiet suite aux récentes déclarations de la direction du Hamas à Gaza, indiquant son intention de poursuivre la construction des tunnels et les tirs de roquettes sur Israël. Il a ajouté qu'après 3 conflits majeurs au cours des 7 dernières années, la population de Gaza et le peuple du sud d'Israël méritent une chance pour la paix et le développement. Dans le même temps, le chef du mouvement islamiste à Gaza, Ismaël Haniyeh, s'est dit prêt à une nouvelle guerre avec Israël. Daesh met de nouveau en scène un djihadiste francophone pour sa propagande. Le groupe a mis en ligne hier une vidéo d'exécution dans laquelle un bourreau cagoulé profère en français des menaces contre les mécréants et mentionne les attentats de Paris.
C'est notre rendez-vous de la semaine. On prend la direction des États-Unis où à 24 heures du caucus de l'Iowa, la candidate démocrate Hillary Clinton ne faiblit pas. Talonnée par son adversaire, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, l'ancienne First Lady va chercher les indécis un à un et supplie l'électorat d'aller voter. Vendredi, elle était à des moines, regardez. Le caucus de l'Iowa est une étape majeure des primaires pour l'élection présidentielle. Le but pour les candidats aux primaires, convaincre les derniers hésitants. Ils ont jusqu'à lundi, début du vote, pour le faire. Le républicain Chris Christie, en retard dans les sondages, ne perd pas espoir. Ne croyez pas, quels que soient les sondages d'ici lundi, que votre vote ne compte pas. Il compte, il va compter beaucoup. D'autres font appel à des soutiens. C'est le cas d'Hillary Clinton. C'est une incarnation du changement. La seule personne qualifiée avec une connaissance des questions économiques et sociales, des questions politiques et de sécurité nationale. Une campagne qui montre déjà les enjeux et les tendances des différents candidats. Dans sa stratégie de critique des médias, le républicain Donald Trump avait décidé de boycotter le dernier débat de son parti jeudi pour tenir à la place son propre meeting. Un coup de publicité réussi. Je trouve ça génial. Ce mec est malin. Pourquoi donner à ses adversaires des munitions et les laisser descendre? Il n'en avait pas besoin, il a gagné les précédents débats. C'est un homme très intelligent et je le soutiens à fond. Le caucus de l'Iowa, un événement très médiatisé. Le New York Times s'est même engagé dans la campagne en apportant son soutien à Hillary Clinton dans un édito. Si la convention élue à la suite du vote de l'Iowa ne choisit elle que 1% des délégués qui eux-mêmes devront voter pour un candidat de la primaire, le caucus est très suivi par les médias car il donne la tendance des votes en début de course. Allez, pour y voir plus clair, on prend la direction de New York. On y rejoint notre correspondant David Benaïm. David, bonjour. Alors concrètement, comment ça marche les caucus ? Un caucus, c'est une sorte de réunion de voisinage qui se réunit pour choisir leur candidat préféré. Côté républicain, c'est assez simple. Les électeurs inscrivent sur un bulletin secret le nom de leur favori et chaque candidat reçoit un nombre de délégués proportionnel au résultat pour les représenter à la Convention nationale. Côté démocrate, c'est plus compliqué. Les électeurs se retrouvent dans une école, une église ou une salle des fêtes et essayent de se convaincre les uns les autres du candidat à choisir. Après 30 minutes, ils se placent dans un coin de la salle en fonction de leur choix. Si un candidat n'a pas obtenu au moins 15% des voix, on recommence pour convaincre ceux qui avaient choisi un prétendant hors course de les rejoindre. Et le nombre de délégués représentant chaque candidat à la Convention nationale se calcule en fonction du nombre de comtés gagnés. Alors ça me fait un peu penser aux chaises musicales, mais c'est beaucoup plus sérieux. Alors pourquoi est-ce si important ? D'abord, ce caucus est plus important que les autres parce qu'il inaugure la saison des primaires. Dans le passé, des candidats inconnus ont remporté l'Iowa pour devenir président des États-Unis, alors que personne ne s'y attendait. Ce fut le cas pour Jimmy Carter et pour Barack Obama. Mais l'inverse s'est également produit. Bill Clinton, en 92, n'y avait obtenu que 3% des voix, ce qui lui avait valu le surnom de Comeback Kid, le revenant, lorsqu'il a étonné tout le monde en obtenant la nomination. Sur le papier, l'Iowa ne représente qu'1% du nombre de délégués nationaux. C'est un État rural de seulement 3 millions d'habitants, mais c'est l'attention médiatique qui entoure ce caucus qui fait la différence. Le vrai test reste le Super Tuesday du 1er mars. C'est vraiment ce jour-là que l'élection se décide avec 12 États majeurs qui votent en même temps. Alors David, il y a une affaire qui a ressurgi, l'affaire des emails classés top secret d'Hillary Clinton. Ça a ressurgi 2 jours avant ce premier caucus. Quelles peuvent en être les incidences ? C'est comme une migraine qui revient sans cesse au pire moment pour Hillary Clinton. Elle a demandé au département d'État de révéler tous ses emails il y a presque 1 an déjà. Et si juridiquement elle n'a rien à se reprocher, les emails n'étaient pas classés top secret au moment où ils ont été envoyés. C'est toute la perception de sa crédibilité et de son honnêteté qui est à chaque fois remise en cause. Ça ne devrait pas influencer beaucoup le choix des démocrates demain. Bernie Sanders ne joue pas la carte des emails ou de la confiance. C'est un atout pour Hillary, mais ça peut influencer les indécis. Et si Clinton remporte la nomination, l'affaire des emails risque de la hanter jusqu'au 8 novembre. Les Républicains en ont fait un gimmick de campagne irréversible. Merci beaucoup David, en direct de New York. Le temps de la réflexion. François Hollande qui a reçu vendredi les filles et avocates de Jacqueline Sauvage, condamnée à 10 ans de réclusion pour le meurtre de son mari violent, n'a pas tranché. Il se donne le temps de la réflexion avant de prendre sa décision. C'est ce qu'a indiqué son entourage. Les 3 filles de Madame Sauvage ainsi que ses avocates ont déposé une demande de grâce présidentielle le 22 décembre dernier. On revient sur les faits en images. Le président de la République veut se donner le temps de la réflexion et il rendra sa décision dans les prochains jours. C'est ce qu'il a déclaré après la visite des filles et avocates de Jacqueline Sauvage à l'Élysée ce vendredi. Ça s'est extrêmement bien passé. Le président a été très à l'écoute
Aujourd'hui, il faut qu'il trouve la bonne réponse. Le président, bien évidemment, doit faire respecter à la fois l'institution de la justice et la décision rendue, mais il a été particulièrement sensible à l'existence de circonstances exceptionnelles dans l'affaire de Jacqueline Sauvage. Cette femme de 68 ans avait été condamnée à 10 ans de réclusion pour avoir abattu son mari de 3 coups de fusil dans le dos en 2012. Un acte commis suite à 47 ans d'enfer sous l'emprise d'un mari violent. Cette affaire a relancé le débat sur les circonstances atténuantes, recevables ou non pour les femmes battues. Depuis des semaines, les soutiens de Jacqueline Sauvage réclament sa libération immédiate. Une pétition en ligne a déjà rassemblé près de 400 000 signatures. Pour eux, la mère de famille aurait dû bénéficier de la légitime défense. Après avoir épuisé tous les recours en justice, leur dernier espoir est donc la grâce présidentielle. Mardi dernier, l'Élysée a fait savoir que le président avait entendu la mobilisation. Mais rien n'est encore joué. Par principe, François Hollande n'est pas favorable à la grâce présidentielle. Il ne l'a exercée qu'une seule fois depuis son élection, en permettant une libération conditionnelle pour le plus ancien détenu de France. Pendant sa campagne en 2012, il avait d'ailleurs pris ses distances avec ces dispositions inscrites dans la Constitution, estimant qu'elles rappelaient quand même une autre conception du pouvoir. Virginie, bonjour. Alors on le disait à l'instant, François Hollande n'est pas forcément favorable à une grâce présidentielle. Qu'en est-il de ses prédécesseurs? Alors ses prédécesseurs, ils l'utilisent avec parcimonie. On va parler de la grâce, mais on va parler de la grâce présidentielle pour les cas de meurtre, d'assassinat, pas du tout des grâces politiques comme l'affaire Dreyfus ou les généraux par exemple pendant la guerre d'Algérie. Dans le cas des condamnés pour meurtre, elle est rare. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle permet au président de la République de dispenser le condamné d'effectuer sa peine, mais ce n'est pas une amnistie. Ce fut le cas notamment pour Omar Haddad. Nous sommes en 1994 et le jardinier marocain est condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de sa patronne, Ghislaine Marchal. C'est la fameuse affaire Omar m'a tué. Il obtient une grâce partielle en 1996, quelques jours après la venue en France d'Hassan II, le roi du Maroc, qui suit de très près cette affaire qui concerne un de ses ressortissants. On remonte un peu plus loin dans le temps. En 1980, Philippe Maurice a 23 ans. Il est condamné à la peine de mort pour avoir assassiné 2 policiers. Un an plus tard, François Mitterrand accède à l'Élysée et celui qui attend dans le couloir de la mort voit sa peine commuée en prison à vie. Il sortira en 2000, il fera même des études d'histoire médiévale, il publiera une thèse. La grâce, en règle générale, elle est pour le condamné le premier pas vers un retour à la vie, sauf pour Paul Touvier, ancien patron de la milice lyonnaise sous l'occupation. Elle sonnera pour lui le glas de la fin de son anonymat. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Touvier est en cavale depuis 1945, quand en 1971, Georges Pompidou décide d'alléger toutes les peines qu'on lui a infligées à l'époque de l'épuration. Et finalement, cette demande de grâce, cet allègement des peines, elle va relancer les plaintes pour crimes contre l'humanité. Paul Touvier, il sera finalement condamné en 1994. Alors en tout cas, et pour revenir à son cas, le cas de Jacqueline Sauvage, la mobilisation, elle s'intensifie. Oui, la pétition sur Internet a aujourd'hui recueilli plus de 400 000 signatures. Dans le comité de soutien de plus en plus de personnalités, on voit la une de Libération ce week-end. Je vous propose d'écouter notamment la comédienne Annie Dupéret. Elle est au micro de nos confrères de BFM TV et elle soutient Jacqueline Sauvage. Je pense que c'est une telle condamnation. Certes, elle a tué, ça ne peut pas être un acquittement. Mais au regard de ce qu'elle a souffert, je pense qu'une grâce, une liberté conditionnelle, enfin je ne sais pas, quelque chose, mais qu'elle ne soit pas enfermée en plus d'avoir subi pendant 45 ans des violences. Voilà, et donc en marge de ces soutiens, les élus de droite et de gauche se mobilisent. Jacqueline Sauvage doit être libérée. C'est Jean-Christophe Cambadélis qui le dit. La justice est passée, le temps de la compassion est arrivé. Toujours à gauche, c'est la maire de Paris dans le grand jury RTL qui le dit. Je soutiens pleinement Jacqueline Sauvage. Je suis bien sûr prête à m'engager aux côtés de ses soutiens. Voilà pour Anne Hidalgo. Et pour Valérie Pécresse, je demande la grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage, victime avec ses enfants de 47 ans d'abominables sévices. Il faut savoir que le mari de Catherine Sauvage était un homme violent, mais il était également un père incestueux. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, le 26 janvier dernier, a rendu visite à Catherine Sauvage en prison. Et elle l'écrit sur Twitter, c'était une démarche humaine, une visite de soutien pour lui témoigner l'émotion que sa situation provoque. Une émotion qui traverse tout le pays. La décision de François Hollande arrivera dans quelques jours. Merci beaucoup Virginie. On va s'éloigner de cette actualité à présent et je vous emmène en Italie, si vous le voulez
voulez bien, c'est l'un des carnavals les plus vieux du monde. Vous avez reconnu les canaux de Venise. C'est parti pour 18 jours de festivités, de masques mystérieux et de costumes enchanteurs. Le carnaval de la Cité des Doges fait partie de son histoire. Cette année, il rend hommage aux artisans qui travaillent chaque année pour faire de cet événement une célébration de la Venise éternelle. Regardez. C'est avec la tradition du vol de l'ange que s'ouvre le début du carnaval de Venise, faisant place à plusieurs jours de folie ininterrompue. Une tradition qui date du Xe siècle. Pendant cette fête, la population profite des festivités et des joies de vivre avant la période d'abstinence du carême. La présence des masques et des costumes attire la venue de nombreux touristes. Sous le masque, on ne pense à rien. On n'a pas mal, on n'a pas froid, on n'a rien. On est dans le carnaval. On n'a pas d'âge.